Bonsoir une nouvelle fois, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors, mon invité, c'est mon ami Nasser Bouslimani, autour de son roman, donc Paris-Locresse. Alors, Nasser, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Marhaba ici. Youssef, merci de me donner l'occasion de participer à ton désormais célèbre café littéraire. Et c'est aussi l'occasion de te retrouver puisque nous sommes perdus de vue, si je ne m'abuse, depuis notre dernière entrevue à Graffiti chez Berbère Télévision. Et c'est là que je t'avais parlé de mes 2 premiers romans et ce troisième n'était pas encore prêt. Voilà, donc je suis très content. Bonsoir tout le monde et bienvenue à tous. Ansoufi Soun, Azuli Soun, Azuli Sout. Alors, Nasser, je vais me répéter, c'est une belle plume. Alors, c'est une très belle écriture de langue française. Et il aborde souvent des thématiques un peu difficiles à aborder, mais il réussit quand même la prouesse de donner le meilleur de lui-même d'abord et de transmettre de belles choses. Alors cette fois, tu parles d'un sujet presque d'actualité, mais il l'a toujours été malheureusement pour nos autres victimes d'exil, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, malheureusement, les villages de Kabylie se vident de plus en plus et on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. N'est-ce pas, Nasser? Oui. Comme tu le dis bien, Egna Youssef, ce dont je m'aperçois, ce que je constate avec un énorme sentiment de culpabilité, puisque je fais partie de ce que rendent désert les villages kabyles, c'est justement le vide qui habite ces villages. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de jeunes, il ne reste que les vieux, il ne reste que les femmes. Mais si tu permets, Youssef, je voudrais revenir sur mes premières œuvres, parce que je voudrais rendre hommage à une personne que j'ai rencontrée quand j'ai publié mon premier roman, et ensuite mon deuxième roman. Ce que je voulais dire, c'est que les 2 premières heures dont je t'ai parlé quand on s'est rencontrés à Graffiti, l'émission que tu as animée, à laquelle tu m'as gentiment invité à Berbère TV, c'était en 2014, si je ne m'abuse, je crois. Et je t'avais parlé brièvement de mes 2 premiers romans. Mais cette fois-ci, je voudrais insister sur un point. C'est que mes 2 premiers romans, intitulés Le Retard d'Ève, qui a été publié à l'ENA par Alger en 1994, et Algérie, terre de paroxysme, publié par l'Harmattan à Paris en 2000. C'est que je voudrais souligner à 2 mois presque de la commémoration de la mort de Tahar Djaout, un immense écrivain et un géant d'humanité. C'est que si mes 2 œuvres ont vu le jour, c'est qu'elles doivent en partie leur existence à ce grand écrivain. C'est que quand j'ai fini d'écrire Le Retard d'Ève en 1992, je cherchais un avis d'un connaisseur. J'étais enseignant dans mon village kabyle, tranquille, je n'avais pas de réseau, je n'avais aucune connaissance du milieu littéraire algérois. Donc j'ai demandé à un ami commun, de Mohamed Saad Ziyed en l'occurrence, à qui je rends un grand hommage, il est décédé, et j'espère qu'il m'entend là où il est. Et c'est lui qui écrivait en même temps Algérie Actualité, qui animait la rubrique Culture avec Tahar Djaout. C'est lui qui m'a présenté à Tahar Djaout. Et quand, je vais essayer d'être bref, et quand il m'a présenté à Tahar Djaout, donc j'étais muni de mon manuscrit, j'ai présenté mon manuscrit à Tahar Djaout, qu'il avait lu pas entièrement mais en diagonale, et qui en était ravi et qui m'a conseillé tout de suite d'aller le publier, d'aller le confier à une maison d'édition. Donc, ce premier roman doit un peu son existence et sa parution à Tahar Djaout. Le deuxième roman, c'est parce que justement, quand j'ai revu Tahar Djaout, avant la parution du Retard d'Ève, c'est qu'il était en train de se lancer dans une aventure journalistique. Il allait quitter Algérie Actualité pour se lancer dans la création de son hebdomadaire Rupture, qui, disait-il dans son premier éditorial, tournait renvoyé dos à dos, et le pouvoir en place et la nébuleuse islamiste. Et il me proposait
de collaborer à son journal. Et il me disait, je me rappelle, ma sœur, est-ce que tu pourrais écrire? Je me rappelle exactement de ces propos, alors que la mode était à l'échec, était à la défaite, était au pessimisme total, était à la sinistrose. Lui me disait, il y croyait encore, il me disait, Nasser, est-ce que tu pourrais écrire sur l'autre Algérie, l'Algérie debout, l'Algérie qui se construit? Et ça m'est resté comme ça en mémoire. Il est décédé avant l'apparition du Rotterdam, et je m'étais promis d'écrire un roman en hommage à ce que rêvait Tardiaou. Et c'est comme ça que j'ai écrit Algérie, terre de paroxysme, et qui est paru à l'Harmattan en 2000. Je reviens 26 ans plus tard au Girardin, donc je reviens avec ce roman, Paris-Logresse. Maintenant, je peux en parler. Maintenant que j'ai dit ces deux mots. Eh bien, tu as bien fait de dire un mot sur Tahar, paix à son âme. Tahar, un immense poète, un immense écrivain, mais un ange. Ouais, un ange. J'ai eu la chance de le connaître de près, hein. Mais c'est vraiment un humaniste de la première heure. Ouais. C'est quelqu'un qui ne prenait jamais quelqu'un de haut. Hein. Non, jamais. Voilà. Vraiment. Alors, on va revenir quand même à Logresse et à On va revenir à Paris-Logresse, oui, qui est... Nasser, Dis-moi. il y a des milliards de personnes qui rêvent de Paris. Et tu nous dis Paris, c'est Logresse. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. C'est un véritable paradoxe. Mais quand on parle de Paris, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter ceux qui viennent du Japon, de Chine et d'ailleurs et de toutes les contrées de la planète pour prendre des photos au pied de la Tour Eiffel en se faisant un baiser, en se mariant même vêtus de costumes et de robes de mariée. Bien sûr qu'il faut les écouter. Bien sûr que Paris est la ville, peut-être la ville la plus belle du monde, la ville des cultures, la ville des libertés, des lumières, des livres et même de la femme. Toutefois, lorsque cette ville vole des hommes, vole des fils, des maris, à des femmes d'un village kabyle qui, elles, ils ne savent pas ce que c'est Paris, il est légitime et prévisible que ces femmes, abandonnées par leur mari pour rejoindre Paris, la gratifient, si j'ose dire, de se sobriquer l'ogresse. Parce que pour elles, Paris n'est qu'une rivale, n'est qu'une sylphide, une femme, une séductrice qui vole leur mari et maintenant, depuis quelques décennies, leur fils. Oui, mais Nasser, il faut dire aussi que les perspectives qui sont offertes à cette jeunesse qui parfois s'exile au péril de sa vie à travers des esquifs dangereux pour traverser la Méditerranée. Donc il y a peu de perspectives et puis semble-t-il il y a aussi un climat pesant. Hein. Et puis il y a beaucoup d'injustice. Hein. Il y a encore aujourd'hui des centaines de détenus d'opinion en Algérie. On ne peut pas l'oublier, n'est-ce pas? Non. On serait bien mal inspiré d'oublier tout ça, Youssef. Non, au contraire. C'est à mettre en exergue, c'est à nous le rappeler tous les jours et tout le temps. Mon roman n'a pas pour ambition ni pour velléité de juger ceux qui partent. Bien sûr qu'ils partent, parce qu'il y a des raisons. Et les raisons se trouvent de là où ils partent, du pays qu'ils quittent, pas du pays qu'ils veulent rejoindre. Paris n'a rien fait, elle est belle. Elle ne peut pas s'empêcher d'être belle, elle est belle, elle attire. Pourquoi voudrait-on qu'on l'accuse? Non, bien sûr que non. Et je dis dans mon roman que la seule victime de cette tragédie, ce ne sont pas les hommes, ni même les retraités de France qui, eux, n'ont qu'un seul regret de n'avoir pas séduit pour de vrai la belle Paris. La belle sylphide. Ni même ces jeunes qui, dès qu'ils dépassent l'adolescence, ne rêvent que de la séduire. Les seules victimes, ce sont les femmes, à qui on n'a jamais demandé leur avis quand on part.
Je pourrais vous lire, ou je l'ai peut-être en mémoire, un passage des femmes et qui dit, je l'ai en mémoire, et qui dit des femmes du village que j'appelle Térite, la cime en français, un village imaginaire, comme il pourrait en exister des milliers en Kabylie. Et les femmes disent, nos hommes nous quittent pour des villes aux mille lumières. Ils nous quittent pour des femmes aux mille phares. Depuis un siècle, sommes-nous à ce point défraîchis et indésirables pour qu'ils désertent leur village et nous fuient depuis plus d'un siècle. Les premières victimes, celles à qui mon narrateur, parce que c'est écrit à la première personne du singulier, et dire celles à qui mon personnage principal tend l'oreille, pour ne pas dire le micro, puisqu'il n'en avait pas, il tend l'oreille aux femmes du village qui essayent de trouver des stratagèmes pour faire barrage à la séduction de Paris, l'ogresse. Et c'est elles, ce sont les femmes qui l'ont affublé de ce sobriquet, l'ogresse. Parce que ce sont les femmes qui, de toute manière, ont toujours habité nos contes et les contes que nos grands-mères et nos mères nous racontaient de ce personnage légendaire et mythique de tous nos contes qui est l'ogresse Tseriel, qui mange des enfants, des hommes et tout ce qu'elle peut attraper, qui a un pouvoir maléfique et puissant. Alors, dans ton roman Nassar, l'un des personnages, de retour au pays, met fin à ses jours. Oui. Alors, pourquoi fit-il ce geste? Alors, je dois revenir un petit peu en arrière pour situer le récit, la trame. En fait, en toile de fond, il y a le printemps noir 2001. C'est cette période, si la décennie noire a définitivement marqué l'Algérie, le printemps noir a indélébilement marqué la Kabylie, mais que la Kabylie. Et c'est ce printemps noir qui, en traversant les frontières, la Méditerranée et même l'Atlantique et au-delà, a suscité une telle solidarité, une telle compassion de nos diasporas à travers le monde, et qui a fait que j'aurai dans mes protagonistes deux personnages appelés Aurore et Émilie. Aurore et Émilie sont deux jeunes femmes françaises de père kabyle qui vont venir dans le feu de cette action du printemps noir de 2001, qui vont faire tout pour aller découvrir cette terre natale, cette terre de ce sang kabyle qui coulait dans leurs veines. À côté, au village d'Irit, il y avait Karim, qui, comme tu le disais, va mettre à ses jours dans quelques pages, et puis Idir, qui est le narrateur. En fait, Karim et Idir sont deux amis indissociables, c'est inséparable, c'est vraiment deux jumeaux. Et ils vont, pendant une manifestation au printemps 2001, Idir, le narrateur, va se voir sa vie brisée, son dos aussi, y compris, par une balle de gendarme en pleine bas de la colonne vertébrale, alors qu'il manifestait à main nue avec son ami Karim. Idir va survivre dans son fauteuil roulant jusqu'à l'écriture de ce roman. Il sera toujours dans son fauteuil roulant pendant qu'il écrit ce roman. On ne connaît pas la suite. Peut-être y aura-t-il une solution de guérison, ça on ne sait pas. Et Karim, lorsque Aurore va venir visiter le village de son père, qui, soit dit en passant, on n'en tire pas une gloriole, soit dit en passant, a laissé sa maman enceinte et il a pris la poudre d'escampette sans jamais donner signe de vie. Donc Aurore n'a jamais connu son père. Il n'empêche, quand elle a entendu parler de Kabylie, de cette tragédie qui l'a secouée, tragédie, merci, qui l'a secouée, elle a tenu à aller visiter cette terre de son père.
Et une histoire d'amour va se nouer entre Karim et Aurore. Je vais essayer d'abréger. Il va la rejoindre, il va tout faire pour la rejoindre en France. Il va vivre en France pendant 9 ans et demi. Il allait postuler, il allait faire un dossier avec le droit de la circulaire Valls pour avoir son titre de séjour. Et malheureusement, avant ses 10 ans, avant le 10e anniversaire, il va être interpellé à une station de métro et c'est là qu'il va être reconduit chez lui dans son village. Il va essayer de survivre pendant 6 mois sans Aurore, de qui il était follement amoureux, et sans Paris, qu'il aimait d'un amour fou aussi, et surtout qu'il admirait parce qu'il y a découvert des livres, des libertés, des terrasses pleines de femmes et de couleurs, de la gaieté, du soleil, même si on se targue de dire que nous avons plus de soleil qu'à Paris, mais lui, il voyait plus de soleil que nous pouvions en avoir ou en savourer. Et il va se donner la mort 6 mois après son retour au village. On va pas tout raconter, non. On va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans ce il faut laisser un peu de mystère. Donc, si tu veux bien, je vais donner la parole à nos amis dans la salle pour des remarques, des questions. Donc, mes amis, la parole est à vous. Merci. Alors, tout d'abord, bienvenue au café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Alors, je voudrais te féliciter pour ce livre poignant, profond, que tout le monde devrait lire parce qu'il interpelle le cœur, la conscience. Alors, j'ai 2 petites questions. Dis-moi. Je voudrais un mot sur la citation de Maud Mamri, tirée de sa pièce de théâtre qu'il a écrit pendant la guerre, le fun. Une belle métaphore, le fun, qui est un vent qui souffle sur les Alpes. Une belle métaphore parce que ce vent laisse la sécheresse. Donc un mot sur cette citation et puis comment est né ce titre. Je dirais que c'est un titre courageux parce que Paris, on a tendance à cacher sa part d'ombre, mais il ne faut pas oublier que Paris est la ville des lumières, des ombres et des lumières. Merci. Pour cette question. Alors, la citation Guinée Moulou Mahoui restera pour moi une référence. Il nous a fait un tel legs que il sera difficile pour toute personne qui écrit, en tout cas dans cette thématique-là, de ne pas le citer. Il vient de rouge. Donc j'ai trouvé effectivement cette citation: quand la sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on bâillonne trop de rêves, quand on ajoute bois sur le bûcher, à la fin il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus gigantesque incendie. C'est tellement beau. Et c'est tellement beau. Il y a des gens qui parlent d'une cocotte minute quand on garde le couvercle trop fermé, même après ébullition, et que ça finira par éclater. Moulou Mamri nous donne ici une très belle métaphore, et on sait de qui on parle. C'est de l'immense Moulou Mamri, qui nous a quittés un peu trop tôt qu'on l'aurait souhaité. Pour le reste, Paris-Logresse, tu l'avais dit quel titre à c'est ça. En fait, je n'y suis pour rien, enfin, c'est une façon de parler. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes parce que c'est un personnage omniprésent presque lors de l'ogresse, mais surtout l'ogresse. C'est un personnage omniprésent dans Timouchouana, qui fait peur et qui est pourvu, dit-on, la légende le dit, d'un pouvoir surhumain, donc contre lequel on ne peut rien. Donc voilà. Et ce ne sont pas les hommes qui sont retournés de France vers la Kabylie,
qui pourraient accuser de Paris d'être une ogresse, parce que tout ce qu'ils auraient aimé, c'est de la séduire pour de vrai et pour de bon, même si leur intention a toujours été de retourner dans leur village, mais au fond de leur inconscient ou même de leur conscient. Ils auraient bien aimé la séduire pour de vrai. Et les jeunes, plus ils grandissent, dès qu'ils quittent l'adolescence, ma foi, par mimétisme peut-être, et par dans leur mémoire, puisqu'ils le rêve est ailleurs, il n'est pas chez nous, il est ailleurs. Ça pourrait s'expliquer parce qu'une montagne offre très peu de rêves, hein, cela dit. Hein. Une montagne perchée comme ça, avec des horizons bouchés, en attendant, on ne fait que survivre. Donc les jeunes, en attendant, veulent vivre. Et même les retraités, et même depuis un siècle, on est la communauté la plus ancienne en France, hein, qui a immigré, qui a quitté son pays, parfois de gré, parfois de force, et puis depuis des décennies, de plein gré. Hein. On ne veut pas le nier. Donc, les seuls qui restent, quand on quitte notre village, bien sûr, on salue mais est-ce que réellement la femme a son avis à dire? Est-ce qu'elle a un avis à imposer? Est-ce qu'elle peut va s'éloigner du possible? Est-ce qu'elle peut refuser? On est un peu loin de là. La femme, elle reste là, on lui confie tout, le village, l'éducation, la langue à transmettre, les traditions à transmettre, et on la quitte. Et c'est tout ce qu'on a imaginé comme récompense à la façon dont les femmes kabyles traitent leurs hommes. Les femmes kabyles ont toujours traité leurs hommes en princes, en rois. ما فرق تكسوم مورا مقرلي تصحي وقشيش ودي تصحاري وقشيش هي ما نتا بلي زمان ودي ستمتا on a le droit etc. Donc de là demander l'avis يطوفي ويولتمان غير الناس ينقلوها فرنسا اشوف النار خاصني اشوف النار mais je pense que كباينو لا بالي استوزغلق بينو ياكيا. Et c'est pour ça que les femmes ont langui trop longtemps des bras de leurs hommes, et puis maintenant, depuis ces dernières décennies, des bras de leurs fils. Et c'est pour ça que le seul sobriquet, le seul qualificatif qu'elles donnent à Paris, c'est l'ogresse, c'est l'île. Elles avalent tout, elles volent leurs hommes, elles les en privent, et voilà, c'est l'ogresse. Voilà, d'autres questions, d'autres remarques? Moi personnellement, en fait, la thématique Aguine, qui est une thématique qui revient de génération en génération maintenant, voilà. Nous avons tous subi des affres guinéens en le vivant déjà des Nang, Smooth, après ici, quels que soient nos parcours, il y a la nostalgie à Guinée, mais dans la réalité, il y a une expression d'El Mouloud Siaforbien qui disait Oui. jamais Oui. Donc, le mythe guinéen de la relation avec le Sizoranar, avec le pays d'origine, c'est un mythe sur lequel il y a eu je ne sais pas combien d'écrits et qui effectivement à chaque fois tu le présentes avec un peu une spécificité dramatique. On est dans la dramatologie, ma frère. Mais la question qui nous intéresse tous, c'est en réalité quels sont les remèdes. Y a-t-il un remède d'ailleurs contre ce genre de situation d'interrogation à Tendagir? Est-ce que on peut tous se poser la question? Fait-il mieux vivre d'Agir entre les deux, plus ou moins? La problématique, c'est de savoir comment chacun d'entre nous
vit cette situation-là. C'est-à-dire, un coulier de il sert يعني العقليات par rapport à l'éloignement, par rapport au déracinement parfois. Ouais, ouais. Et maintenant, moi je pense que la véritable question, c'est quelles sont les réponses éventuelles qu'on peut apporter à ce genre de situation. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les jeunes, là, moi on les voit à chaque fois quand on va là-bas, c'est vrai qu'ils sont tous orientés comme le tournesol à quel parle vers cette destination. Oui, oui. Quoiqu'en ce moment, la destination espagnole aussi, elle a eu grande influence. D'accord. Mais la réalité des réalités, c'est comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui vivre avec cette définition, vraiment, mais quelles sont les solutions vers lesquelles on devrait tendre afin que le drame guinéen, la problématique immigratoire, puisse s'estomper, voire lui trouver des solutions, je dirais, apaisantes. Merci pour votre question. Je dis voilà, c'est la solution qui mais je garde tous dans le cas, c'est là ce qu'il y a من كريم نجمع تلاوي خاطر اسمي نوفل ست نروح تحت القباط puisque غورنا les traditions les traditions c'est ce qui arrange beaucoup les hommes. Les traditions من الحب يلها تنقدر تنحدر مي أتصل ديك ست واحد شفته لا تنطوز دونك سلاس كاني راه تتصاب تلاوين الجماعة في القبر وتدونا راه تصير كازم كوني غورنا عرفت القبر تتوثوث كاع وزرارك في الدرنون ceux qui sont ici présents est-ce que تلاوين تدوت مراوين المرحوم عرفت القبر كي غورنا وتدوت لها فوالا تغيمات من بعيد كازم تذكرنا اللحون إلا وان دارت لي وتدار فنانية تتسوى سميس في لون تبعت معنا un écart respectable, hein, tenir à distance. Mais أستوزدوزكا تسيلاوين أشو خدمت أستني توزدوزكا نجمعت كل يوم تشو تساف. J'ai essayé un dialogue qui m'a fait même mal à moi, qui l'ai écrit, parce qu'il est très contradictoire. كل تنطف شو تقار كل تنطف شو تقار يوثني سولي غرت لقدمت Paris, ce n'est pas la peine d'accuser Paris parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'est pas venue chercher vos hommes et vos fils et vos maris ici au village. Vous n'avez qu'à vous défendre. Vous n'avez qu'à faire tout ce qu'il faut pour retenir vos maris et vos fils ici, sur cette terre. Et au demeurant, rien n'est fait. Ni en Algérie, encore beaucoup moins en Kabylie, pour retenir les hommes, les grands-pères, les pères et les fils. Rien n'est fait. Pire encore, je crois que tout est fait pour les faire partir. C'est les années 30 qu'Albert Camus écrivait sur la Kabylie. Sa chronique, il était jeune journaliste, il écrivait Misère de Kabylie. Les années 30. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et la misère n'a pas attendu Albert Camus pour qu'elle s'installe en Kabylie. C'était une misère cruelle. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Je pense que ce qui a été fait depuis a été exactement fait dans le sens de faire partir et les hommes et les jeunes. Alors la solution, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par ailleurs, on n'est pas le seul pays qui voit partir ces jeunes. Tous les suds de la planète partent vers le nord. L'Occident attire. L'Occident est beau. Et cet Occident garnit bien sa table et nous, par moment, nous nous invitons à sa table. Alors que nous devrions garnir notre propre table. Voilà. Si je peux le faire, Nasrahima, je peux dire un mot à notre ami. Mais ceci dit, je voulais aussi signaler que pour l'année 2024,
en Algérie, il y a eu plus de femmes qui se sont exilées que d'hommes. Donc, y compris en Kabylie, Il est temps. les femmes kabyles viennent toutes seules là, depuis déjà quelques années. Donc, la situation change. Oui. Alors, en réponse à votre question, j'aimerais juste vous dire que durant la première année du Hirak, beaucoup de gens s'étaient abstenus de partir à l'étranger en Algérie, pas seulement en Kabylie. Pourquoi? Parce qu'il y avait certainement dans la tête de ces gens-là un espoir de changement pour plus de liberté, plus de justice sociale, probablement, plus de démocratie aussi. Donc les pays se construisent avec ces ingrédients. Hein. Ce n'est pas avec de l'autorité qu'on construit forcément un pays. En revanche, la Kabylie de 1939 est très différente de la Kabylie d'aujourd'hui. Hein. Camus a écrit Misère de Kabylie dans Alger républicain en mois de juin 1939. C'est une série de reportages. Mais attention, hein, ce n'est pas pour défendre les autorités algériennes, mais il y a eu aussi des réalisations dans ça. Et certaines sont considérables. Hein. Donc, il y a des choses qui sont concrètes. Je vais vous dire, la Kabylie, c'est Sitif, c'est Jijel, c'est Béjaïa, c'est Bouira, c'est Tizi Ouzou, c'est Boumerdes. Toutes ces villes ont une université. C'est extraordinaire. Hein. C'est des villes qui ne sont séparées que par 100 kilomètres. Donc l'Algérie indépendante a construit des choses. On peut critiquer l'hôpital en Algérie aujourd'hui. Il y a des manques, même s'il y a de très bons médecins. Mais il y a des points qui ne sont pas plus pareils que dans l'Algérie de la colonisation. Excuse-moi, la salle Encore heureux, Youssef, encore heureux. Oui, c'est des réalités. Et la question de monsieur, c'était pourquoi on part toujours? Pourquoi on part toujours? Il y a des acquis, il y a des constructions. Dis-moi, Youssef, dis. Quand vous êtes réprimé, vous tentez toujours de partir. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Algérie. Hein. Alors, dans les pays européens ou même américains aujourd'hui, il y a une élite qui veut dire que les gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent uniquement pour raisons économiques. C'est faux. Les gens ne quittent pas leur pays uniquement pour des raisons économiques. Hein. Donc voilà, à la limite, les gens peuvent se battre pour améliorer leur situation économique s'ils ne sont pas réprimés. Mais s'ils sont réprimés et qu'ils n'ont pas la possibilité d'échapper à cette répression, ben ils se disent on va partir ailleurs. Voilà, la parole est à vous. Ah oui. Ah oui. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir déjà. J'ai fait une petite lecture et le roman unique. Je voulais aborder un peu la perspective parallèle. D'accord. Je t'écoute. Alors, le roman Paris de Grèce se prête particulièrement bien une lecture critique attentive aux signifiants. Pour moi, qui est par la ville de Paris et les prénoms choisis. Oui. Ils sont soit choisis exprès pour donner une signification. Karim, Idir, Aurore, Émilie, tous les personnages, bon, certains personnages. Oui. Karim, c'est l'hospitalité, c'est le prénom issu de la tradition arabe, généreux. Le nom entre en tension avec la situation du personnage.
celui qui porte symboliquement l'hospitalité devient l'homme rejeté par la ville. Ouais. L'expulsion puis le suicide de Karim prennent alors une dimension qui dépasse l'individu. Ouais. La violence administrative qui transforme un destin. C'est aussi la fracture morale d'un système qui accueille la force du travail mais refuse l'homme. Oui. Pour Karim, c'est un personnage que je vois peut-être qui signifie ça. Idir, le narrateur, Idir, c'est une figure de la continuité et témoin de l'histoire, introduit à notre niveau symbolique dans la culture amazigh, dans la culture berbère. Idir, le prénom Idir évoque l'idée de vivre, survivre, durer. Alors je pense que c'est le prénom choisi pour moi. Le Nassar, Oui. Monsieur Nassar, il les a choisis pour moi. Idir, c'est le narrateur, mais celui qui est dans le sens plus large, Oui. à l'horizon. Le roman joue subtilement sur cette signification. Idir représente la jeunesse intellectuelle, la possibilité d'une transmission. Voilà, c'est la continuité. C'est pour ça qu'on trouve le personnage d'Idir, c'est le narrateur, c'est lui qui expose un peu, c'est lui qui détient l'histoire, au fait, c'est lui qui raconte l'histoire de Karim, c'est lui qui a hérité ce journal. Oui. Oui. Alors, tous les détails, ils sont Entre ses mains. Entre ses mains, oui. entre ses mains. Oui. Et Aurore, Aurore, oui. ce prénom, qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient d'un pays lointain, d'une antiquilisation aussi, le prénom porte en lui une lumière ancienne, presque mythologique. Il vient de latin, aurora, qui signifie tout simplement le lever du jour, l'aube. Et c'est un instant fragile où la nuit se retire sans bruit pour laisser place à la clarté. Alors le destin de Karim, qui porte un sens d'hospitalité, qui rencontre le lever du soleil, l'aube, l'aurore. Mais malheureusement, la société l'a rejeté. En arrivant en France, la société l'a rejeté. La société l'a rejeté, cette hospitalité. Elle n'a pas besoin de cette société. Ouais. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais ce que je voulais, c'est que Nassar, est-ce que vous pouvez nous donner aussi une autre dimension? Peut-être, moi je suis parti un peu dans les significations des personnages, que je donne trop d'importance, c'est parce que pour moi, choisir des personnages aussi théâtralement, hein, peut-être aussi, hein, parce qu'en lisant votre roman, je fais rentrer ce qu'on appelle peut-être un flashback. Il y a tout un film qui défile. Voilà. Après peut-être le village et puis l'arrivée de l'internet, des kiosques, Ouais. où les jeunes, c'est une fenêtre à l'Occident. Alors c'est le début de la fuite, la grosse fuite, si vous voulez, vers l'Europe, vers l'étranger. Oui. Voilà. Et merci Nassar. Merci pour ta question, Goumin. Alors, je dois reconnaître très modestement que je n'ai pas choisi à dessein les prénoms des personnages. Je pense que chaque lecture est une relecture. Chaque fois que quelqu'un lit un roman ou mon roman ou un autre roman et qu'il en donne son impression, on a l'impression que le lecteur réécrit le roman.
il peut arriver très souvent que quand j'écris, quand un auteur écrit, il ne pense pas à ce que voudraient dire ces mots. L'essentiel est que ça soit des phrases correctes quand même, et puis que ça coule de source. Il est possédé, l'auteur. Il se laisse entraîner. Ce n'est qu'après, au retour des lecteurs, qu'il s'aperçoit que ce qu'il avait écrit, ah oui, pouvait avoir tel ou tel sens, ou tel peut donner lieu à telle ou telle interprétation. Karim, oui, je suis ravi que tu me dises que, oui, Karim, c'est effectivement l'hospitalité. C'est l'un des nombreux prénoms, je crois, qu'on attribue au bon Dieu. Oui, Moulana 99 me dit. Et Aurore, oui, Aurore. Mais je n'ai pas du tout pensé à l'amour qu'Aurore donnait à Karim pour l'appeler Aurore. Émilie, apparemment, n'a pas retenu ton attention, puisque Émilie parce que son père l'avait appelée Lumière. Parce que, d'accord, très bien, Lumière tranquille. Mais en fait, parce que son père cherchait absolument, parce que son père était kabyle. Le père d'Émilie est mort la veille, à une semaine de son retour en Kabylie, alors qu'il avait été banni par son village. C'est une autre histoire. Mais à la naissance d'Émilie, il tenait absolument à lui donner un prénom qui ressemblerait à son prénom Temilla, la toute reine. Temilla, Émilie. Allez, premier prénom Émilie, deuxième prénom Temilla. En fait, le père d'Émilie avait épousé une Moldave, Tatiana, de son prénom, et qui a pris par la suite le nom de Maria lorsqu'elle a eu la nationalité française. C'est une très longue histoire. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à ta question, Zouaou. Je pense que j'ai manqué un mot. T'as pas choisi. T'as pas choisi. Non, je n'ai pas choisi, non. Alors, bonsoir. Bonsoir à Asdin. Merci, félicitations pour. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je voulais juste faire un commentaire, ce qui n'est pas prévu par rapport à la lecture du monsieur. Je pense que la signification des noms, etc., des prénoms, ils sont centrales, et même si sans avoir lu l'ouvrage. D'ailleurs, j'ai une question un peu technique. Bien sûr. Donc, je pense que même inconsciemment, c'est quelque chose d'essentiel. Exactement. Parce que ce sont aussi bien Karim que Idil, c'est le combat entre la vie et la mort, qui est l'expression par essence de la tragédie. Donc ça c'est... Oui. Bon, enfin... Alors ma question, en fait, le titre, je suis vraiment gêné de poser la question parce que j'ai pas lu votre ouvrage. C'est pas grave. Ceci dit, le titre de votre ouvrage m'a replongé un peu dans des lectures. Et là, je me suis rappelé d'un travail de Nabil Fares, Oui. qui est un grand écrivain. Il a fait un ouvrage, une thèse sur l'ogresse dans la littérature berbère. Oui. Et moi, ma question, elle est purement technique. Vous, en tant qu'auteur, et surtout vous parlez des femmes, Oui. comment vous avez fait parler techniquement, quel a été votre rapport avec l'oralité, c'est-à-dire dans l'écriture? Comment vous avez... Enfin, j'ai pas lu l'ouvrage pour donner des exemples. Je suis curieux de savoir comment vous avez fait parler les femmes, en fait. C'est-à-dire techniquement, hein. Parce que dans un ouvrage, c'est pas la même façon de faire parler, enfin, on peut faire parler différents personnages, chacun avec sa culture, ses langues, etc. Faire parler techniquement, vous voulez dire quoi? Non, je voulais dire que comment vous avez fait parler, enfin, est-ce qu'il y a des passages, je suis curieux d'écouter, si possible, des passages de femmes, c'est juste pour avoir, comme chez l'oralité, parce que je relis certains machins, etc. Oui. Donc, je ne sais pas si je suis un peu brouillant dans ma question. Non, pas du tout, pas du tout. C'est moi qui essaie de comprendre, peut-être que je ne suis pas encore à la hauteur de comprendre votre question. Elle me déstabilise un peu, mais pas tant que ça. C'est un peu bizarre, parce que quand je vois... passer de l'oralité, le rôle du romancier, c'est de transcrire cette oralité. Alors, je disais tout à l'heure, il y a un échange entre les femmes, c'est un échange entre plusieurs femmes, le surlendemain de l'enterrement de Karim. En fait, si j'ouvre une parenthèse, ce qui a
je reviendrai à votre question. Hein. Il faut que je souligne ça. Ce qui a réveillé la rancœur des femmes, c'est qu'elles sommeillent depuis un siècle et qu'elles en veulent à leurs hommes de les quitter. Elles en veulent depuis un siècle et un peu plus à Paris d'accueillir, pas que seulement d'accueillir, de séduire, de dévorer leurs hommes, de les en priver. Mais ça fait un siècle. Alors qu'est-ce qui a brusquement réveillé cette rancœur? C'est parce que Karim s'est suicidé 6 mois après. Karim, un colosse d'1m88, de 90 kilos, il était là, il est revenu de France, ok, il vivait paisiblement, il a essayé de reconstruire sa vie, son Aurore et son Paris, qu'il adorait, soit dit en passant. Et ce colosse d'1m88, de 90 kilos, il n'y avait pas 4 bras solides pour l'enlever de sous les yeux et les jambes des femmes. Vous savez, quand un cercueil est là, toutes les femmes sont autour en Kabylie, elles l'entourent jusqu'à ce que les hommes l'enlèvent pour l'emmener au cimetière. Il n'y avait pas 4 bras solides pour l'enlever, pour arrêter ce supplice des femmes qui assistent à la déchéance de leur village. Il n'y avait pas 4 bras valides parce qu'il ne restait plus de jeunes dans ce village. Et au moment où enfin, juste je termine cette parenthèse et je vais la refermer rapidement, au moment où enfin on trouve 4 bras à peu près valides qui vont l'emmener au cimetière, on refusait les bras des villages voisins hein, par principe, par dignité. Et voilà que dans la montée vers le cimetière, vous savez que dans les villages kabyles, les cimetières sont en général situés en haut du village, voilà que le corps de Karim dégringole du cimetière. Il chute parce que un des porteurs fait un faux pas et le corps dégringole. Et il a fallu des heures pour l'emmener jusqu'à sa dernière demeure. C'est là que les femmes n'ont pas pu contenir leur révolte et leur haine. Et c'est au cimetière qu'elles vont se réunir pour échafauder toutes sortes de ruses pour les chuchoter le soir à leur mari pour qu'ils les édictent et les proposent aux assemblées exclusivement masculines, faut-il le rappeler, du village. Donc il faut à tout prix faire barrage à l'ogresse. Voilà, je crois que je n'ai pas répondu à votre question. J'ai bien compris ce qui me permet de poser l'oralité à l'écriture. Bon, c'est pas grave, le jour où je vais lire le livre. Oui, je crois qu'il le faudra. Je crois qu'il le faudra. Exactement. Alors la deuxième question, oui. Là vous faites rappeler, là on parle des femmes, etc., de leur révolte qui est tout à fait légitime. Ceci dit, est-ce que la société n'est-elle pas responsable? Ça m'a fait rappeler un titre, Le suicide de la société. En fait, je vous écoute. Dire la chanter ekmen قلت من لغة تعود إلى الفرصة مثلا بحال الحمارة مثلا تسمح نبويت ça veut dire il n'y a pas un mot sur la société. Voilà. Merci. Oui, c'est un angle de vue. C'est un angle de vue. Non, Nassar vient de dire ce que je voulais dire. C'est un roman. C'est une sensibilité qui s'est exprimée avec certainement des dates qui s'entremêlent, enfin des descriptions que Nassar avait dans sa tête, qui remontent à l'enfance, qui remontent à l'adolescence, qui remontent à l'âge adulte, avec son analyse qu'il a d'enseignant, d'avoir vécu, parce qu'il a été enseignant longtemps dans mon village. Alors je ne l'ai jamais connu comme enseignant dans mon village, mais les jeunes de mon village me parlaient de monsieur et madame Mouslimani, professeur de français. Donc c'est une sensibilité qui s'est exprimée. Surtout, je crois que moi ce que je retiens de ce livre, c'est l'injustice faite aux femmes. Donc il veut rendre justice aux femmes, et voilà qui n'est plus tout à fait la même en 2026 qu'en 1900 ou qu'en 1966. Ceci dit, l'épisode qu'il raconte où le corps de Karim dégringole, j'ai participé quand j'étais jeune adulte au transport d'un mort, parce que je voulais m'intégrer dans cette société qui peut être
infantilisante et tout, mais enfin, donc je l'ai accepté et j'étais en tongue. Oui. Et tout d'un coup, et je me suis mis à imaginer. Je me suis dit, le corps. Voilà, donc j'ai donc tout ce que Nasser a vécu en Kabylie, il est venu assez tardivement en France, donc chaque détail de la vie villageoise est décrit avec justesse, est décrit avec émotion, est décrit avec sensibilité. Voilà ce que j'avais à te dire avec Nasser. Merci Mawali. Donc il n'y avait pas de questions. Je n'avais pas de questions. Voilà. Très bien. Jamel. Sahed, merci à Nasser. Merci à toi. Merci pour le témoignage. Mais je t'en prie. À partir du livre, qui n'est qu'une femme, tu voulais nous interpeller. Oui. Paris-le-Grèce, c'est vrai que pratiquement chaque famille, chaque cabine a vécu cette situation. Oui. كاين السمكتاريات خاطر ولا شويه دينا داك بالك اللي تعاودها السمكتاريات عبد الملك السياد كاين تعيشي دوز ان مونسونج كوليكتيف نظرة الكل فاهمة نظرة لا سيتياسيون كاين وايد جاي سويت جا ولد سويت تنطوفي سويت Mais نجمعتو كيما قلنا certaine une forme de culpabilité. Exactement. هكا. Exactement. Donc ouais قبلت ouais وقالت يقبل. Ouais. Ok. Merci pour ce rappel. نكتب لك effectivement jamais نفكر c'est l'occasion يماس يماس نطوفيس هكا mais سمكتاريات عبد الملك السيد كاين نتعاشي dans un mensonge collectif et c'est vrai نتعاشو dans un mensonge collectif من سوسماكو. Merci. En fait, merci à toi, Jamel. Juste, Abdelwahab, juste une petite précision. C'est que on n'était même pas censé demander l'avis de nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos fiancées, parce qu'on avait un alibi, on avait un argument. On allait chercher une meilleure vie pour toute la famille. Sauf que la femme, si on lui donnait l'autorisation et la parole pour définir qu'est-ce qu'une meilleure vie, peut-être qu'elle aurait répondu, la meilleure vie, c'est mon mari à côté de moi, même si on devait manger des glands. Bien évidemment, il y a des femmes qui pousseront leur mari à partir, leur fils aussi. Mais c'est pas toujours le cas. Et celles qui sont à la marge, celles qui ne les poussent pas, celles qui ont essayé sans pouvoir le dire, de retenir leur fils, leur mari, mais ne l'ont pas pu, il faut aussi en parler. Et c'est ce que je fais dans ce livre. Très bien. Abdelwahab. Oui. C'est ma femme. Eh ben voilà. Comme quoi. Eh oui. Voilà. Bon, toujours incliné à la lecture que je donne à ton roman, peut-être c'est ma façon de voir les choses aussi. C'est ta façon à toi, on ne demande que ta façon à toi. Voilà. C'est Karim incarne la rupture et Ville porte la dimension germinale du récit. Oui. Il observe, comprend, raconte et transforme la douleur sociale en parole. Le corps comme métaphore sociale. Un motif traverse plusieurs scènes. Le corps qui tombe. Dans la lecture, cette image agit comme une métaphore du corps collectif. Oui. Quand un homme tombe dans la rue, dans l'exil ou dans la mort, c'est tout le village qui vacille symboliquement. Oui. Le texte suggère alors une idée forte. La migration ne fragilise pas seulement les individus. Elle désarticule l'organisme social. Le moment où le village n'a plus la force de porter ses morts constitue à cet égard une image d'une grande puissance.
elle dit l'épuisement d'une communauté vidée de ses bras. Ouais. Une écriture entre le reportage et mythe. Le style du roman oscille entre deux registres. Une sécheresse presque journalistique qui rappelle le temps du fait divers, une épaisseur mythique où les événements prennent une dimension symbolique. Cette tension stylistique produit un effet singulier. Merci. Le lecteur a l'impression de lire à la fois un témoignage social et une fable tragique. Ouais. Voilà. Au-delà du récit d'exil, Paris-Logresse propose une méditation sur la relation entre la périphérie et la métropole. Merci Azor. Merci. Oui. Juste 2 secondes pour répondre à Azor parce qu'il me fait penser à. Il dit en fait, comme je le disais en introduction, Zoé, il dit, a reçu une balle au bas du dos et il est condamné dans son fauteuil roulant et il va sillonner son village et il va aussi quand il écrira le roman, c'est lui le narrateur, quand il écrira le roman, il se servira aussi du journal de Karim, parce que Karim va lui léguer un journal intime où il va consigner toutes ses expériences. Et dans ces expériences, toute son admiration et son amour infini pour Paris, cette si belle ville qu'il découvrait, qui malheureusement va le répudier au bout de presque 10 ans. Donc il dit, c'est aussi la tentative de survie. C'est la tentative, c'est l'effort pour survivre. Il est dans son fauteuil roulant. Par qui? Par la faute de qui? Par la faute d'un pouvoir et de l'impunité qui tirait sur ces manifestants désarmés à balles explosives et à balles réelles. Donc il dit c'est cette force. Initialement, ce roman, je voulais l'appeler Le sourire de Sisyphe. Un clin d'œil à Albert Camus qui écrivait Le mythe de Sisyphe. C'est un essai. Moi, je voulais en faire un roman. C'est comme ça que je voulais intituler au départ mon roman Le sourire de Sisyphe. Nasser a écrit Le sourire de Brahim. Nasser Ketal qui est là. Voilà. Donc, Le sourire de Sisyphe, parce que dans Sisyphe, il y a le rocher. Il y a Sisyphe qui est puni à pousser son rocher jusqu'au haut de toute l'éternité. Et le Kabyle, ma foi, n'est que cela. Il est sur son rocher. Il va devoir vivre avec ça. Alors, mais après, j'ai changé d'avis et je l'ai appelé Paris-Logresse. Dis-moi, on va conclure. Bien sûr. Voilà, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Dis-moi. C'est toi qui vois. Qu'est-ce qu'on a oublié? Parler si tu veux. Je suis du hameau. Ah oui, bien sûr, Nasser, il fallait juste demander la parole. Ouais, moi, je suis ravi d'être là. Et bien sûr, je te propose de venir à la radio pour en parler. Youssef aussi. Et peut-être, je profite de l'occasion, peut-être pour relayer cette initiative régulièrement. Oui, donc, il faudrait qu'on prenne l'habitude à chaque fois que tu as quelque chose, pour qu'on puisse le relayer et qu'il y ait un maximum de monde. Non, moi, je crois que... Moi, je n'ai pas lu le roman, donc je découvre, hein, comme beaucoup de gens. Et je pense que comme tout roman, une fois qu'il est écrit, il ne t'appartient plus. Ah, c'est plus ton roman. Oui, donc ça ne t'appartient plus et c'est chacun ici va y voir ce qu'il a envie d'y voir. Donc il va s'approprier ce roman. Exactement. Donc moi je crois que c'est pas anodin, c'est pas anecdotique si tu as parlé de l'ogre, de l'ogresse. Parce que Thierry chez nous, c'est une mythologie. Oui. Et par exemple, nous, dans le 20e, à la fin de l'année, on va faire un colloque sur la mythologie amazigh au cœur de la mythologie méditerranéenne. Parce que c'est la mythologie amazigh qui a donné naissance à la mythologie amazigh. Et l'ogresse, Thierry, c'est Athéna.
Athéna, Thérière et Athéna, c'est la même chose. C'est la déesse des arts, de la sagesse et du combat. Bon, ça c'est un peu à côté. Et je pense que l'ogre, effectivement, l'ogre aussi, il y a aussi une fantasmagorie de l'ogre. Il avale, mais des fois, ce qu'il a avalé ressort. C'est-à-dire que c'est parfois le graisse, voilà, il y a toute une fantasmagorie. Donc c'est pas par hasard que c'est ça. Et puis après tout, quand les gens vont en exil, et la Kabylie, malheureusement, dans son histoire, a subi plusieurs fléaux qui ont contribué à l'exil et aux migrations. Même les gens qui sont partis en exil, ils ont permis d'envoyer de l'argent, de maintenir la santé, parce que chez nous, les familles kabyles, il fallait faire 7, 8, 9 enfants, il y en avait 2 ou 3 qui mouraient, et puis il y en avait 2 ou 3 qui survivaient, mais donc ça a permis aussi d'amener de la santé, de construire la maison, de donner à manger. Si Paris, quelque part, est l'ogresse, je veux dire que, voilà, on a envoyé un peu des sous, etc. Donc, moi, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On fera ça dans une émission de radio. Je me demande juste si mon titre Paris l'ogresse n'a pas l'air de nous gêner un peu, nous les hommes. Parce que nous nous sentons un peu coupables. Parce que c'est nous qui partons, et ce sont les femmes qui attendent et qui nous voient partir. Il est très possible que même à moi, ce mot ogresse ne plaise pas. Mais je dois l'assumer. Parce que ce sont les femmes qui la voient comme ogresse. D'ailleurs, nos chanteurs, que ce soit Cliriaton et Yacham de Chicuron, que ce soit Idir, etc., tout le monde a dit. Bien sûr, la femme a le vit de façon tragique, dramatique. Exactement. Situation. C'est elle la victime. Effectivement, on ne peut que partager ça avec toi. Tout à fait. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci. Mon roman aura à peu près cette couverture, une couverture sobre. Asmadi fera lire le Bouaguir. Je plaisante. Il sera à peu près la moitié de celui-ci. Il sera de 6 pouces sur 9. La moitié, si je divise ça comme ça, il sera la moitié. C'est Paris l'ogresse, c'est une couverture très sobre, sans images, sans photos. Il est déjà disponible en version numérique depuis le 24 février. Vous pouvez le télécharger, mais j'imagine que la lecture sur écran et surtout pas sur le téléphone n'est pas du tout aisée pour tout le monde. Il est déjà disponible en livre broché, c'est-à-dire en livre papier, chez Librinova, c'est la plateforme qui me l'a publié. Sauf que, je vous le dis tout de suite, les frais de livraison sont un peu chers, c'est 11 €. Mon livre, en principe, devrait coûter, en livre broché, 20,90 €. Si on ajoute 11 €, pour les petites bourses, ça ferait 31,90 €. Sauf que, dans 3 à 4 semaines, il sera disponible sur Amazon, Kobo, la Fnac et dans 5000 librairies. Sur Amazon, c'est 3 € de frais de livraison. Il vous reviendra à 23,90 €. Je suis en train de faire le comptable et le commercial. Et en librairie, vous n'avez qu'à le commander. Il vous coûterait 20,90 € sans frais de livraison, directement au prix du livre. Voilà mes amis, merci beaucoup. Merci d'être passé à l'impondérable. Youssef, je vais faire un petit cadeau. Oui, bien sûr. Puisque là, il dit Paris-l'ogresse. Les femmes se plaignent de Paris-l'ogresse, mais regarde, je m'étais dans le temps. Vas-y, si tu permets. Bien sûr. J'ai l'habitude de lui dire mes fois. Oui, ميزراني توهم الصفين يرقمن تشوف هذا قول العيد ثمغلين متين يحذقن استساد ولزديقن لحنا ناين متبان بعيد يا خويا pas très rimé, mais ça décrit. Donc, أيسس على مسا أيسس على مسا ثمنا تسدوي تورو مارش با واحد
أما ساسعد يسا ثملات فساد ويثورو أي ساسعد مسا يفرحون يزهر خاطر أي ساسعد مسا مرحبا سين فقاون أي ساسعد مسا يسون فرحان كوي عساسن أي ساسعد مسا أخام يغال تمغرا أي ساسعد مسا الشنانة من داير تضصى أي السمع أي السسع مسا سكسو يذهن سوودي خاطر كلنا قال ما لي ينجن مكجوج هذا سنين ما سكسو ويدي سكسو يذهن سوودي أي السسع أي السا أتسالتي سليت أنت تفلالي أي السسع مسا يسلين يقن الحني أي السسع مسا مراد يضمرو سكواس أي الساسة هذا مسا أذيال وغرسلو ثراس أي الساسة هذا مسا هذا وخرنا كل مشومل أي الساسة هذا مسا في مذانا يحذقن أي الساسة هذا مسا دوك ثي قبيليا أي الساسة هذا مسا سوى الخير على ثم قرم. Merci, merci d'être venu. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois Akram Belkaïd du Monde Diplomatique.